Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et en ce vendredi, notre invité politique est Loïc Chenet-Girard, président sortant de la région Bretagne, candidat aux élections régionales, tête de liste La Bretagne avec Loïc, ça s'invente pas. Bonjour, merci infiniment d'être venu jusqu'à nous au studio de Bretagne 5. Ravi de retrouver Bretagne 5. Alors Loïc Chenet-Girard, on est dans une élection un petit peu... Allez, j'allais presque dire curieuse, avec une terre bretonne qui n'est pourtant pas une terre de vote, en tout cas d'élection du Rassemblement national. Or, le dernier sondage en date, donne le Rassemblement national en première position, devant vous, devant Thierry Burlot en particulier également. Est-ce que c'est de nature à vous inquiéter ? Bien sûr, ça m'inquiète. Je suis un Breton fier de son territoire et fier d'être une terre modérée. Et j'ai plaisir régulièrement à chaque élection de me dire que la Bretagne est loin derrière les autres régions sur le score du Rassemblement national, sur le score du FN. Et de voir la Bretagne se normaliser m'inquiéterait. Donc j'espère que les Bretonnes et les Bretons vont voter massivement pour faire mentir les sondages et faire en sorte que nous ayons un Rassemblement national loin derrière. Alors vous avez écrit ce communiqué, cette lettre, où vous exhortez justement les Bretons à réfléchir. On pourrait le dire comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment péril dans la demeure ? Il y a deux choses. Il y a d'abord dire aux Bretonnes et Bretons de venir voter parce qu'il faut qu'ils viennent choisir leur président ou leur présidente et donner de la force à leur président. Et en tant que président sortant, je leur demande de me donner de la force, de l'énergie et qu'ils me donnent leur confiance. Mais je veux aussi parler aux hommes et aux femmes qui sont tentés par votre Rassemblement national. On ne peut pas dire ces gens ont tort ou ces gens sont en dehors de la société. Ils sont électeurs, ils sont citoyens et je ne peux que respecter leur vote. Mais je veux leur dire qu'il y a d'autres solutions et je veux leur dire que j'ai vécu 5 années dans l'hémicycle régional avec le RN, que je vois leurs pratiques, que je vois les propos tenus et les solutions proposées, qui sont à mon sens inopérantes et pas à la hauteur des enjeux que nous vivons en Bretagne, notamment dans la pêche et l'agriculture. C'est une souffrance finalement des Bretons, des Bretonnes qui amène à ces intentions de vote. Il y a deux choses, il y a effectivement la peur, l'angoisse, la désespérance certainement un peu, la colère aussi vis-à-vis des politiques. Il faut le dire, nous n'avons certainement pas été à la hauteur sur tout, il y a certainement des choses à faire bouger. Je pense que notamment les hommes de gauche, comme moi, nous devons parler plus clairement des ouvriers, plus clairement des salariés qui se lèvent tôt, plus clairement des agriculteurs, des marins-pêcheurs, et leur dire que nous avons des solutions à leur proposer. Et pas de parler de manière évanescente comme ça de la France et de celles et ceux qui travaillent. Il faut nommer les choses. On vous a reproché finalement de vous être éloigné du terrain. Oh bah moi, je suis tous les jours sur le terrain, mais la classe politique, effectivement, est peut-être éloignée. Moi, je suis un artisan. Je suis un artisan de la politique. Je suis un élu issu de mon mandat local, de conseiller municipal, puis adjoint, puis maire. Et j'ai toujours vécu sur le terrain. Et ma vie de président, je l'ai vécu de la même manière, en étant sur les quais de nos marins-pêcheurs, en étant de temps en temps sur le pont des bateaux, et j'en ai quelques souvenirs émus, puis en étant, bien entendu, dans les entreprises, dans les fermes, partout où il y a de l'activité. C'est cela, mon combat pour la Bretagne, et d'être aux côtés des maires, parce que les entrepreneurs, les maires, ce sont celles et ceux qui aménagent le territoire. Alors on a aussi cette sortie de réserve de Jean-Yves Le Drian qui a lui aussi, face à la menace du Rassemblement national, demandé un petit peu, alors permettez-moi le terme, hein, Loïc Chenet-Girard, aux deux frères ennemis de se rapprocher un peu. Est-ce que c'est quelque chose de concevable ? C'est pas le sujet aujourd'hui. Le seul sujet pour dimanche, c'est le vote. Le seul sujet pour dimanche, c'est que les Bretonnes et les Bretons fassent un choix. Et on est en République, on n'est pas dans un territoire où on va se transmettre le pouvoir en fonction de considérations d'autres personnes, même si elles sont éminentes. Et nous avons donc à voter. Nous sommes en démocratie et les Bretonnes et les Bretons auront un choix à faire. La Bretagne, elle se gagne. La Bretagne, elle se gagne par le vote. Elle se transmet pas. Et moi, je suis très respectueux de ce principe et je suis fier d'être président de cette région. Je suis honoré d'assumer cette tâche de manière besogneuse tous les matins. Et je demande aux Bretonnes et aux Bretons de me redonner cette confiance, de me redonner de la force et de repartir pour continuer à servir cette Bretagne à leur service, au service des Bretonnes et Bretons. C'est un joli mot, servir. Alors servir, c'est aussi prendre à bras-le-corps les grands dossiers, hein, vous en avez l'habitude. On a ce dossier de l'agriculture qui aujourd'hui déborde aussi sur l'environnement. On a vu cette dernière étude là qui a été publiée par Splan, ce collectif de journalistes qui alerte autour de l'environnement. Justement, l'agriculture, la pollution agricole, elle est là aujourd'hui, on ne peut pas la nier. Comment essayer de travailler pour les années à venir pour que la Bretagne soit encore plus vertueuse ? D'abord, il faut
nommer les choses. L'activité humaine a un impact sur l'environnement. Toutes les activités humaines. Et la région, Bretagne, a une mission, c'est de nourrir les femmes et les hommes. Et donc cette activité, on doit bien entendu l'assumer, mais la transformer pour répondre à nos exigences, parce que nous avons conscience aujourd'hui que l'impact sur le milieu, il ne peut pas durer. Que nous n'avons pas une planète de rechange, que nous n'avons qu'une planète qui est limitée. Nous n'avions pas forcément conscience de cela dans les années 50, 60, même 70. Aujourd'hui, tout le monde a conscience. Moi, j'ai 44 ans, j'ai des enfants, et comme tous, on a envie de vivre bien en Bretagne et durablement. Donc, il faut accompagner nos agriculteurs, parce qu'ils ont conscience de la situation. J'étais encore dans une ferme tout à l'heure, un GAEC avec 3 agriculteurs qui travaillent sur un concept de lait de foin, que je trouve passionnant. Ce sont des hommes et des femmes qui ont une trentaine d'années et qui ont une passion pour leur métier et qui ont conscience que toutes leurs décisions, toute leur manière de réaliser leur travail ont un impact sur l'environnement, et que l'environnement est finalement l'actif qui leur permet de travailler. Et donc, nous devons les aider. Nous devons les accompagner, et nous devons redire la confiance que nous avons en ces hommes et en ces femmes qui travaillent dur et qui sont l'avenir de la Bretagne. Et je le dis d'autant plus que si nous n'avons pas 1000 agriculteurs par an qui s'installent, nous allons voir cette activité décliner chez nous, ou alors se transformer avec de fait d'autres modes d'organisation agricole, comme on peut vivre ailleurs dans d'autres pays où ce sont des grands groupes qui sont propriétaires des fermes. Moi, je veux que nos agriculteurs restent propriétaires des fermes. Je veux qu'il y ait des transmissions, je veux une agriculture familiale, et je veux accompagner nos agriculteurs dans ces transitions nécessaires. Alors, il y a la jeune génération, Loïc Chenet-Girard, qui arrive, la jeune génération des jeunes agriculteurs, avec une génération très technophile, une génération qui a une autre vue de l'agriculture. Est-ce que là aussi, ça va passer par la formation dans les lycées agricoles, par exemple? Ça passe nécessairement par la formation dans les lycées agricoles, ça passe par la formation adaptée à la Bretagne, parce que je pense que nous avons besoin de mettre de la Bretagne aussi dans nos lycées agricoles. L'agriculture bretonne n'est pas l'agriculture des Hauts-de-France, n'est pas l'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine. Ça me semble être un axe sur lequel on doit travailler. Puis un deuxième sujet, c'est que vous avez dit, effectivement, nos jeunes agriculteurs qui s'installent sont technophiles. Certains sont enfants d'agriculteurs, d'autres ne le sont pas. D'autres s'installent en tant que jeunes agriculteurs à 40 ans. Mais il y a aussi cette envie de rester très branché sur la technologie, conscient que la science peut nous aider, mais avoir conscience qu'il y a des sujets sur lesquels on peut revenir en arrière sans finalement avoir l'impression de faire un grand bond en arrière. Quand on travaille sur la plantation de haies, comme on le fait en Bretagne, et nous sommes la région pilote en France sur ce sujet, quand on travaille sur le retour de la prairie pour que les vaches puissent paître dans les champs, quand nous travaillons sur de la décomplexification de systèmes pour travailler sur des circuits courts locaux, y compris quand on travaille pour une grande coopérative qui va nourrir Paris, mais pour être plus autonome sur l'exploitation, et ben finalement ce sont des sujets malins, intelligents, qui redonnent du pouvoir d'achat à nos agriculteurs. Parce qu'on parle beaucoup bien-être animal, et j'en suis le premier à me battre pour ce bien-être animal, mais moi je veux le bien-être de l'éleveur, je veux le bien-être de l'agriculteur, je veux le bien-être aussi des femmes en agriculture. On oublie souvent que la femme dans l'agriculture se retrouve à faire la traite, et si on n'investit pas dans les outils, mais ben, le temps qu'on y passe est considérable, et en plus de ça, il y a tout le reste de la vie. Il faut travailler tout cela si on veut que des jeunes s'installent et vivent sereinement leur métier d'agriculteur, qui est encore une fois un très très beau métier. Alors il y a aussi l'industrie agroalimentaire qui est le premier employeur en Bretagne. Alors souvent elle est pointée du doigt, cette industrie agroalimentaire, ce qui a valu aussi à la région d'être pointée du doigt pour avoir soutenu finalement cette industrie agroalimentaire. Est-ce que là aussi il va falloir rebattre les cartes, changer la donne? Mais la donne, elle est en train de changer. Les consommateurs sont en train de faire des choix considérables qui impactent les entreprises, toutes les entreprises. Et nous avons besoin, là aussi, de combattre le carbone, là aussi de regarder l'impact que l'activité de chaque entreprise, vous parliez de l'agroalimentaire, mais je pourrais dire de toutes les entreprises, que l'impact qu'elles ont sur le territoire où elles sont installées, et puis l'impact sur l'environnement, c'est indispensable. Donc bien entendu qu'il faut évoluer, bien entendu qu'il faut travailler à des nouveaux process qui impactent moins l'environnement et qui améliorent les conditions de travail. C'est ça l'enjeu, et c'est ça mon combat, et c'est là-dessus que je veux travailler. L'autre hypothèse, c'est quoi? Le grand effondrement? Moi, je ne veux pas l'effondrement de l'industrie agroalimentaire bretonne. Je ne crois pas à un système où on dit ça s'effondre et on va reconstruire autre chose. Ça, c'est un modèle qui ne marche pas. Je crois à la transformation de nos industries agroalimentaires, et c'est en cours. J'affirme que c'est en cours, avec une exigence très forte de ma part et très forte des consommateurs. Et en parallèle, un nouveau monde qui est en train aussi de se constituer, avec beaucoup d'entreprises, beaucoup d'agriculteurs en micro-circuits courts, avec des échanges en boucle vertueuse. Et ça, il faut l'encourager. Mais croire qu'on peut abandonner l'un au profit de l'autre, c'est faux. Il faut travailler les deux en parallèle.
Alors il y a aussi, on parlait de l'environnement à l'instant, Loïc Chenet-Girard, l'implantation des éoliennes en baie de Saint-Brieuc. Ça fait des vagues, si vous me permettez le terme, pardon. Mais en tout cas, ça provoque le mécontentement des pêcheurs, de quelques riverains aussi, des populations. Est-ce qu'on a été trop vite sur ce dossier? Est-ce qu'on n'a pas exploré toutes les pistes? Moi, je pense que nous avons été trop lents. Le dossier, il était mature dans les années 2010-2012. Nous avions à ce moment-là un alignement des planètes avec un État qui était en ligne avec la région, qui était en ligne avec le département, qui était en ligne avec les marins-pêcheurs, qui était en ligne avec les acteurs locaux. Et nous avions même défini ensemble, je n'étais pas élu à l'époque, le lieu où il fallait positionner le champ d'éoliennes. Tout cela avait été signé par tous, y compris le président du comité des pêches départemental de l'époque, qui est encore actuellement président du comité départemental des pêches. Et puis le temps a passé. Le temps a passé, certains ont évolué, certains sont partis, d'autres sont revenus, et nous voyons bien que nous avons aujourd'hui une absence d'acceptation par une partie des acteurs, et notamment les marins-pêcheurs, parce que le temps s'est écoulé, je le redis, et puis parce que depuis, nous avons et la Covid et le Brexit, et que tout cela rajoute des angoisses, des tensions, des crispations. Mais je redis que ce dossier avait fait l'objet de concertation, et qu'aujourd'hui, il faut absolument respecter les engagements, que l'entreprise Iberdrola, Elle Marine respecte ses engagements, c'est indispensable, notamment sur l'environnement et sur l'accompagnement des marins-pêcheurs, et ensuite que nous ayons un suivi très précis de ce qui se passe, et quand il y a des incidents comme celui qui s'est produit début de semaine, que les élus soient à la manœuvre très rapidement avec les services de l'État et avec la justice qui fait son travail. Moi, dès mardi matin, j'ai convoqué le patron d'Elle Marine pour faire le point, comprendre ce qui s'était passé, manifester ma mauvaise humeur du jour et lui redire que on ne peut pas jouer avec cela. L'acceptation sociale est déjà fragile et nous avons des grands risques pour l'avenir. Alors, les éoliennes, en ce moment, elles focalisent, en tout cas, elles attirent sur elles beaucoup de, on va dire, de réticence, de résistance. On voit beaucoup de partis politiques aussi qui demandent aujourd'hui qu'on n'installe plus d'éoliennes dans nos campagnes. Alors là, je parle vraiment des éoliennes à terre. Est-ce que là aussi, il va falloir beaucoup de concertation, beaucoup de discussions et peut-être des choix aussi? Il faut des choix. Et il faut de la concertation et des choix. Moi, je pense qu'il faut décarboner de manière urgente notre économie. Et donc, notre production énergétique doit être décarbonée. Je rappelle que notre énergie en Bretagne, elle est à 90% une énergie qui vient d'ailleurs, soit de Normandie, et c'est la centrale nucléaire, soit de Pays de la Loire, et c'est la centrale au fioul, ou charbon, de Cordemais. Je ne crois pas que ce soit ça que l'on veuille pour l'avenir. L'urgence, c'est d'arrêter le fioul et le charbon. C'est le plus urgent, et on y travaille tous les jours. Mais si les citoyens ne veulent plus de fioul, plus de charbon, plus de nucléaire, ce que je comprends, et qu'on ne veut pas non plus de méthanisation, de panneaux solaires ou d'éoliennes, je ne vois pas vers quoi nous allons dans notre société. Et donc nous avons, nous, une mission, c'est de rappeler l'intérêt général, et de travailler avec les citoyens pour travailler à l'acceptation sociale des dossiers, parce qu'il y a des sujets et des dossiers qui sont inacceptables, effectivement, et il faut les condamner. Il y a d'autres dossiers sur lesquels on peut travailler au nom de l'intérêt général. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Il y a des procédures, il y a des règles, il y a de la discussion. Mais rappelons un sujet simple. On vit dans une société complexe. Nous sommes 65 millions de Français ou 67 millions de Français. Nous sommes 400 millions d'Européens. Et si on n'a pas une vision claire de ce que l'on veut sur l'énergie, on va tout simplement se planter collectivement. Donc, travailler, réfléchir, imaginer aussi les technologies de demain. Il faut travailler sur tous ces sujets, les technologies de demain, les smart grids qui permettent d'injecter des énergies intermittentes dans des réseaux qui sont déjà anciens, faire en sorte d'économiser l'énergie partout où on peut l'économiser aussi, et puis prendre chaque source d'énergie comme étant une chance. Rappelez-vous le débat il y a quelques années quand on installait des récupérateurs de chaleur sur les tanks à lait dans les fermes. Certains rigolaient, mais aujourd'hui c'est une énergie qui est là et qui est importante parce que la Bretagne, quand la traite commence le matin, ça donne un grand coup dans le réseau électrique. Vous le savez bien. Il faut travailler tous ces sujets, mais on doit les travailler positivement en regardant l'avenir parce qu'on veut préparer l'avenir de notre jeunesse et pas se dire qu'on n'y arrivera pas. Il faut y arriver, il faut y travailler, et moi, mon rôle, c'est de le faire avec les citoyens en expliquant ce que nous sommes en train de faire, sinon on a des extrêmes, ou alors on a
un jean-foutisme, un retour sur soi, un recroquevillement qui fait que les gens ne s'intéressent plus à la vie en société. Alors, on parle d'énergie, ça m'amène presque au transport, qui est une des compétences de la région. Et je sais que vous y êtes attaché, Loïc Chenet-Girard. Vous avez beaucoup misé sur le ferroviaire, ça continue finalement. Là aussi, on peut imaginer le transport de demain avec l'hydrogène. Voilà, on parlait d'énergie à l'instant. Mais est-ce qu'il va falloir continuer à miser encore plus sur le ferroviaire et sur l'intermodal, puisque aujourd'hui on prend sa voiture, on prend son vélo, on prend le train? Il n'y a pas de solution unique. Nous avons la chance en Bretagne d'avoir un système ferroviaire qui tourne bien. Il y a des sujets de petites lignes sur lesquels on doit travailler. Il y a le sujet du Nord-Sud qui reviendra nécessairement dans les débats. Et je ne dis pas que ce sujet est inintéressant. Je dis juste qu'il est lointain et que nos concitoyens veulent des réponses pour dès l'année prochaine. Et donc c'est le combat qui est le mien. Et nous avons à travailler sur tous les modes de mobilité. Je disais, le train est à peu près stabilisé. Il faut optimiser le service de cars. Il y a 3000 cars tous les jours de Brest-Go qui roulent en Bretagne. Il faut travailler encore mieux sur nos liaisons maritimes. J'étais avec les îles du Ponant il y a quelques jours pour débattre de cela, puisque la région Bretagne a cette très belle responsabilité que de gérer cette flotte de bateaux Brest-Go. Et puis il y a l'intermodalité entre ces trois systèmes, train, car, bateau, Brest-Go, plus l'autopartage, plus le covoiturage, plus le vélo, plus les systèmes organisés par Saint-Brieuc, agglomération, par Rennes, par Brest, par Lorient. Il faut que tout cela fonctionne ensemble et qu'on ait ensuite une agilité de notre mobilité partout en Bretagne. C'est ça le combat. On vous doit plus que des trains à l'heure, on vous doit plus que des cars à l'heure, on vous doit un service de transport régional. Alors il y a aussi le coût des transports. Les jeunes souvent se plaignent, disent c'est cher de prendre le train et voilà, c'est une réalité. On a aussi les plus précaires qui ont besoin de prendre le train, par exemple, ou un mode de transport particulier. Est-ce que là aussi la région peut intervenir, peut trouver des solutions? J'ai fait voter une nouvelle gamme tarifaire il y a à peu près un an. Je pense que les Bretons et les Bretons ne l'ont pas tous vu. Il y a d'abord un tarif de gratuité pour les moins de 12 ans, qui sont accompagnés par des adultes. Il y a des tarifs dits sociaux qui ont été mis en place pour accompagner les plus fragiles, celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, celles et ceux qui sont sous des seuils de revenus qui ne leur permettent pas d'assumer l'entièreté du prix du billet. Et j'annonce dans cette campagne électorale ma volonté de créer des gammes de tarifs en illimité pour les moins de 30 ans. Des gammes de tarifs en illimité pour les moins de 30 ans pour qu'ils vivent leur mobilité en Bretagne comme leur abonnement Netflix, comme leur abonnement Deezer, comme leur abonnement Spotify, quand ils n'écoutent pas Bretagne 5. Voilà, on n'a pas encore d'abonnement, nous c'est gratuit. Mais oui, vous c'est la radio, donc vous c'est gratuit, mais notre jeunesse, elle switch, elle passe d'un système à l'autre, elle passe d'une radio en flux, et c'est très bien, et je les encourage à le faire parce que c'est aussi une belle manière d'écouter le monde tel qu'il va. Et puis on a nos algorithmes qui choisissent notre musique à notre place parce que c'est notre manière de vivre. Bon, les jeunes ils ont l'habitude d'avoir ces abonnements. Il faut que le transport ce soit pareil. Donc pour les moins de 30 ans, il y aura des abonnements en illimité à partir de 15 € par mois, et on pourra prendre le train, le car, le bateau, Brest-Go de manière illimitée tout le temps. Ça va changer la donne. Alors, le transport, c'est aussi le territoire. Les territoires, aujourd'hui, on les entend. On entend les territoires ruraux qui disent, voilà, il faudrait faire plus. On donne tout à la métropole. C'est souvent ce qu'on entend. Est-ce que c'est réel ou est-ce qu'il y a véritablement plus qu'un sentiment? Il y a un fossé, là aussi, qui se creuse. Et il faut éviter qu'il se creuse, ce fossé entre les territoires. Il y a une réalité, c'est que nos métropoles sont des formidables outils d'attractivité et de développement. Vous le voyez bien. Et Rennes particulièrement. Ça se développe, ça pousse de manière incroyable. Et la région Bretagne a des responsabilités à assumer parce que quand il y a sur l'accompagnement par exemple des demandeurs d'emploi, sur la formation des demandeurs d'emploi ou sur les lycées, je ne vais pas dire puisque c'est Rennes, j'accompagne moins. Je ne vais pas moins former un chômeur rennais qu'un chômeur de Lamballe ou de Pontivy. Je ne vais pas moins bien nettoyer un lycée de Rennes qu'un lycée de Saint-Brieuc ou de Lorient. Et je ne vais pas faire rouler les trams moins vite dans la métropole rennaise qu'à l'extérieur de la métropole rennaise. Donc il y a un effet masse qui génère pour la région des engagements financiers importants parce qu'il y a beaucoup d'habitants. Mais ma responsabilité, c'est de faire plus pour les territoires qui en ont le plus besoin. Le centre-Bretagne particulièrement. La ville de Saint-Brieuc a beaucoup plus besoin d'être aidée que la ville de Rennes. Et donc j'ai mis en place une augmentation de la péréquation qui consiste à dire que quand on met 1 € à Rennes, on met 5 € dans le Crèce-Braise. Bon, voilà, pas pour toute la politique, pour nos amis dans le centre-Bretagne, pour le centre-Bretagne. Voilà. Ou si je mets 1 € à Rennes, je mets 3 € à Saint-Brieuc. Pour l'accompagnement des villes. Mais je redis, un demandeur d'emploi, un lycéen,
un usager des transports Bresgo doit avoir le même niveau de service, la même qualité de service, quel que soit l'endroit où il vit en Bretagne. Je ne vais pas faire des tarifs différenciés, donc il y a des effets masse comme cela qu'il faut bien comprendre. Mais on doit faire plus, je le redis, pour les territoires qui en ont le plus besoin. Alors, faire plus, c'est aussi les infrastructures. Alors, je vous parlais de quelque chose qui fâche, la fibre. Oui. Évidemment, c'est aussi une des préoccupations des Bretons. J'ai posé la question aux divers candidats qui se sont succédés ici au micro de Bretagne 5. Est-ce qu'on s'est un peu loupé sur la fibre ou est-ce qu'on aurait pu mieux faire? D'abord, il y a 10 ans, lorsque ce chantier a été démarré, pas grand monde n'y croyait. Et certains de ceux qui sont passés à votre micro pour dire il faudrait faire différemment étaient de ceux qui ne votaient pas les projets il y a 10 ans en disant c'est pas la peine de faire la fibre parce qu'il va y avoir la DSL+, il va y avoir la téléphonie de demain, il va y avoir le satellite, donc on n'a pas besoin de la fibre. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut la faire. Donc déjà, nous avions eu raison. Ensuite, c'est vrai que le premier modèle qui a été créé, il y a 5 ans, 7 ans, 8 ans, n'était pas le bon. Je suis arrivé en 2017, en 2018 et 2019, j'ai changé de système. J'ai arrêté le système qui consistait à découper la Bretagne en plein de petits bouts, ce qui ne marchait pas, et j'ai fait un gros marché d'1 milliard, enfin 900 et quelques millions, que j'ai confié à une entreprise qui est Axione, filiale du groupe Bouygues, et qui a la mission de me faire la fibre à vitesse grand V, si je peux me permettre l'expression, pour finir en 2026. C'était 2030, la fin initiale. Moi, je termine en 2026. J'y mets 1 milliard d'euros sur la table avec les autres collectivités, et nous ferons un réseau public. Ce réseau de fibre va rester la propriété des Bretonnes et des Bretons. Et après, on le loue aux opérateurs. Donc oui, c'est long, mais là, nous avons presque 300 chantiers en cours partout en Bretagne. On déploie quelques milliers de prises par semaine. Il va falloir arriver à 5000 prises par semaine très rapidement. On va y arriver et on finira ce chantier en 2026. Donc voilà, la date, le rendez-vous est pris, Loïc Chenet-Girard. Alors les territoires, c'est aussi la Bretagne dans son acception la plus historique. La Bretagne a 5 départements. Alors, on en avait parlé ici, on va faire une petite piqûre de rappel. Évidemment, vous êtes pour le retour de Nantes en Bretagne. Je suis pour le retour de Nantes en Bretagne, nous l'avons exprimé depuis près de 20 ans maintenant dans l'hémicycle régional. Je n'étais pas là au début, mais ce choix a été constant. Nous avons fait des vœux, nous avons fait des votes à l'unanimité souvent. Et je rappelle que la première marche, c'est que la Loire-Atlantique soit consultée, que les habitants de Loire-Atlantique donnent leur avis. Et ensuite, que nous mettions en place le process qui permettra de trouver la voie pour réussir cette Bretagne à 5. Le piège sur lequel il ne faut pas tomber, ou dans lequel il ne faut pas tomber, ce serait de dire que pour régler le problème, comme on n'arrive pas à trancher, on fusionne Bretagne et Pays de la Loire. Je m'y refuse. Et ça, c'est vraiment important de se le redire. On ne peut pas diluer la Bretagne dans un Grand Ouest. On doit faire cette Bretagne à 5, et c'est important d'y travailler chaque jour. Et il y a aussi les langues de Bretagne. Je sais que vous y êtes attaché, Loïc Chenet-Girard. Là aussi, on en avait parlé, mais une petite piqûre de rappel s'impose aussi. Le gallo, le breton, est-ce qu'on fait assez? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Il faut toujours faire plus et il faut toujours, bien entendu, nous engager à continuer la politique que nous avons conduite en l'amplifiant. Breton-gallo, vous avez raison, parce que nos langues sont à égale dignité, il faut permettre à chacun de les pratiquer comme il le souhaite et de les apprendre si les concitoyens souhaitent l'apprendre. Et on voit dans les études sociolinguistiques que les gens veulent apprendre leur langue, et c'est très bien. Il faut aussi la pratiquer dans la vie quotidienne. C'est un travail, y compris pour la région, que de voir sa langue s'afficher dans les panneaux d'affichage divers et variés, de l'entendre dans les médias, de l'entendre ou de la voir, pourquoi pas dans la rue ou dans des lieux de culture ou dans des lieux de sport. On peut inventer cela aussi. Et puis après, il y a l'enseignement. Et sur l'enseignement, chacun sa part. La région prend sa part, les autres collectivités doivent prendre leur part, sur la partie notamment de la formation des adultes. Et sur les enfants, c'est l'éducation nationale qui doit assumer cela. Il ne faut pas faire croire qu'on va pouvoir prendre la main à la place d'eux. Parce que, si je peux me permettre, c'est le piège à con. Si l'État nous dit, gérez Diwan, on pourra le faire la première année. Mais très vite, on va se retrouver confronté à des incapacités budgétaires. Il faut que l'État assume ses responsabilités, que la République reconnaisse ses langues minoritaires, reconnaisse ses langues autochtones, reconnaisse nos langues de Bretagne, comme toutes les langues minoritaires d'Europe, et que la République assume en finançant les écoles publiques bilingues, les écoles catholiques bilingues et Diwan en immersif, financé au niveau des profs par l'éducation nationale, c'est indispensable pour permettre la réussite de notre projet. Alors ceci dit, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, ne l'a pas entendu de cette oreille, puisque on a eu cette saisine du Conseil constitutionnel autour de la loi Molac et ces 2 articles qui ont été retoqués. Je crois que ça vous a irrité un petit peu, Loïc Chenet-Girard. Oui, parce qu'il y a eu des manœuvres, il y a eu des actions qui ont été manifestement concertées, organisées, et c'est un coup qui est porté à Diwan. Et Diwan n'affaiblit pas la République. Et Diwan n'a
aucun moment ne met en danger quoi que ce soit dans notre pays. Donc il faut continuer à se battre. Il faut se dire que la Bretagne mérite cela et que nous avons besoin de faire en sorte que ceux qui ont abîmé et mis en risque Diwan doivent réparer ce qu'ils ont fait. Donc le président de la République a pris un engagement, qu'il respecte cet engagement jusqu'au bout. Il y a des parlementaires qui viennent d'être nommés pour assumer une mission sur ce sujet. J'espère vraiment les rencontrer très rapidement et qu'ils remettent une copie rapide et que le gouvernement suive cette orientation. Et je crois que un des députés, Le Boec de mémoire, a dû exprimer, ou un autre, a dû exprimer il y a quelques jours son souhait de voir ce dossier aboutir avant la fin de la mandature. Ça me semble une bonne idée. On va parler de culture. Il nous reste 3 petites minutes, me faisait signe notre réalisateur. On va parler de culture parce que on a un petit peu l'impression que la culture, qui est si importante en Bretagne, on n'en parle pas beaucoup dans cette campagne des régionales. J'ai envie de vous entendre un peu sur la culture qui a été très très malmenée ces temps derniers, oui, avec la crise du Covid. D'abord redire que la région Bretagne est de la région de France qui s'était engagée par son président que j'étais et je suis encore à ne pas baisser le budget. Nous avons en 2017 dit que nous ne baisserions pas le budget, nous ne l'avons pas baissé, nous l'avons augmenté à 2 reprises, plus une 3e fois dans la crise Covid. Et nous avons besoin de redire aux créateurs qui, en Bretagne, ils ont un terrain de jeu pour créer librement. C'est déjà un point important. Ensuite, nous devons faire en sorte que cette culture, elle puisse s'ouvrir et que nous puissions permettre à chacun d'en profiter, sous toutes ses formes. C'est indispensable. Et donc, création, diffusion, capacité à accéder à la culture pour tous, voilà des combats que nous devons mener, sans tri, sans limitation. Et je le dis parce que le Rassemblement national qui est dans l'hémicycle voudrait trier les artistes, trier les œuvres, choisir la programmation culturelle de telle ou telle association qui est financée par la région. C'est inacceptable. La liberté de créer est un droit fondamental dans une démocratie. J'assume cela. Nous devons le défendre. Nous devons continuer à y mettre des moyens. Et l'engagement que j'ai pris, c'est de ne pas baisser les moyens sur la culture dans les années qui viennent. Et dernier mot, j'ajoute que le sport fait partie de notre culture. Et en Bretagne, il y a quelques jours du Tour de France, c'est important de le rappeler, il n'y a pas de séparation dans ma tête. Un esprit sain dans un corps sain, c'est bien vivre, bien manger, être heureux dans sa vie, et le sport et la culture y participent. Voilà, il ne s'agissait pas évidemment de dissocier le sport et la culture. Un dernier petit mot sur la culture, Loïc Chéné-Girard, très rapidement. La culture, c'est aussi des médias en Bretagne. Oui. Là, vous êtes sur un média associatif, Bretagne 5. Il y a beaucoup de médias, beaucoup de radios, beaucoup de télévision en Bretagne, beaucoup de diversité. Est-ce qu'à un moment, on est quand même dans une société qui se tend, il va falloir préserver cette diversité? Mais c'est indispensable de préserver cette diversité. C'est indispensable de laisser faire nos radios associatives, nos radios qui irriguent nos territoires, sans vouloir mettre de l'ordre là-dedans depuis Rennes. C'est vraiment pas une bonne idée. Il faut au contraire faire en sorte que ce foisonnement soit au service de la Bretagne. Il y a après les dures lois du marché des auditeurs, mais ça ne me regarde pas. Moi, ma mission, c'est de permettre la création et de faire en sorte que nos associations de radio, nos radios associatives, qui font vivre la Bretagne tout autant que les radios commerciales et tout autant que le service public, soient bien vivantes partout en Bretagne. Et quand on voit les écoutes, à la radio comme sur Internet, on voit qu'il y a une vraie attente de nos concitoyens là-dessus. Voilà, alors en règle générale, on a à peu près entre 9 et 11 000 auditeurs le matin sur Bretagne 5 qui nous écoutent en ce moment. Voilà, il fallait le dire. Bravo à vous. Loïc Chéné-Girard, merci d'être venu jusqu'à nous, jusqu'à Bretagne 5, en direct ce vendredi matin pour cette dernière ligne droite de la campagne. Qu'est-ce que vous allez faire dimanche soir, dites-moi? Comment vous allez dimanche soir, j'aurai ma calculatrice. Comme beaucoup de candidats, je serai avec mon équipe pour préparer la suite. Et je redis aux Bretonnes et Bretons que c'est une chance en démocratie de voter. C'est une chance de donner son avis. C'est une chance de choisir son président de région ou sa présidente de région. Et j'invite les Bretonnes et les Bretons à se rendre aux urnes massivement pour montrer que cette Bretagne, elle est vivante, cette Bretagne, elle assume son ambition et cette Bretagne, elle est fière de choisir l'équipe qui assumera la suite des responsabilités. Et c'est sur cette déclaration, sur ce mot, Loïc Chéné-Girard, qu'on va se quitter. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'être venu jusqu'à nous. Trugaré, merci beaucoup. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.